Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. On a besoin de votre expertise ce matin. Vous, l'ancien ministre de la Défense, des Affaires étrangères, vous l'envoyé personnel du président au Liban. La guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa 3e semaine. Donald Trump juge stupide la réaction de ses alliés qui refusent de l'aider. Et Israël touche encore l'Iran à sa tête. 2 figures du régime iranien ont été éliminées. Ali Larijani, le chef de la sécurité, et Gholam Reza Soleimani, le chef de la milice du Basij. Pour le Premier ministre israélien, c'est une occasion à saisir. Nous ébranlons ce régime dans l'espoir de donner au peuple iranien une chance de s'en débarrasser. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous leur donnerons l'occasion de prendre leur destin en main. Jean-Yves Le Drian, on s'interroge sur les buts de guerre américains. Est-ce que ceux de Benyamin Netanyahou sont plus clairs? Israël veut un changement de régime? Les buts de guerre d'Israël sont très clairs, ils ont été affichés à de nombreuses reprises. Il faut d'abord empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, évidemment. Il faut ensuite éviter que l'Iran se dote de capacités balistiques qui touchent l'intégrité du territoire israélien. Il faut faire en sorte que l'Iran se désolidarise des proxys qui peuvent perturber la sécurité d'Israël, et puis, autant que faire se peut, aboutir à un changement de régime. Le problème, c'est que c'est pas simple, changement de régime. C'est pas simple, mais c'est pas... Alors là, plusieurs hauts dignitaires ont été éliminés. Oui. Qu'est-ce que ça change là? Parce que ces 2 hommes, et en particulier Ali Larijani, c'est l'homme qui manifestait encore à Téhéran il y a quelques jours. Il est considéré comme l'homme de la répression sanglante des massacres de janvier. Est-ce que là, ça change quelque chose? Oui, c'est un homme fort. Et c'est un coup dur pour le régime d'avoir ces 2 éliminations, Larijani d'une part, et puis d'autre part le patron des Bassidji, parce que les Bassidji, c'est l'outil de la répression, c'est l'outil de la dictature théocratique sur l'ensemble de la population. Les Bassidji, ce sont ceux qui se promènent en moto, vous savez, dans les rues avec des mitraillettes pour éliminer tous ceux qui peuvent protester. C'est le régime de la peur. Mais on a l'impression que donc, de ce côté-là, c'est un coup dur porté au régime, mais ça ne suffit pas pour changer de régime, parce que comment est-ce qu'on change de régime? Pas uniquement par des bombardements aériens. On change de régime s'il y a un mouvement du peuple. Alors le mouvement du peuple, il a eu lieu au mois de janvier, et il a été écrasé par des massacres parce que le régime se sentait en survie. Et ils n'ont pas hésité à frapper. Et donc la peur est au rendez-vous. Et donc face à la peur et face au bombardement, le mouvement populaire, il a du mal à prendre. Et l'autre solution, hypothèse de travail pour changer un régime, c'est que l'État central se fragmente, mais je ne vois pas aujourd'hui le début de cette fragmentation. Est-ce que vous jugez légitime cette politique d'assassinat ciblé d'Israël? Le droit international n'est pas tellement en cours dans ce conflit, donc on ne va pas faire des paramètres sur telle ou telle action illégitime ou pas. C'est une guerre. C'est une guerre pour que l'Iran retrouve sa liberté, c'est une guerre pour éviter l'embrasement de la région, mais le droit international n'est pas au rendez-vous. On a l'impression que le régime ne cesse de renaître de ses cendres. Est-ce que vous pensez possible un changement de régime? Il est souhaitable, mais le changement de régime ne pourra revenir que de l'intérieur. Et la multiplication des frappes n'aboutit pas obligatoirement à un changement de régime. Il ne suffit pas de taper les lieux de pouvoir pour que le pouvoir change. Ceci étant, il faut accompagner les Iraniens dans leur volonté de liberté et faire en sorte que l'Iran renonce et à l'arme nucléaire et à ses velléités offensives sur les territoires voisins. Mais ils sont dans leur logique de chaos. Ils sont dans leur logique d'internationalisation du conflit. Ils sont dans la logique d'attaque des voisins pour que les voisins puissent intervenir auprès du président Trump pour que la guerre cesse. La seule logique qu'ils ont, c'est de survivre. Et leur victoire sera d'être toujours là au moment où il y aura la fin du conflit. La victoire, ce sera « je ne suis pas mort, donc j'ai gagné ». C'est ça la réalité de la situation. Et c'est ce qui rend l'opération militaire extrêmement compliquée quant à son résultat et à ses buts de guerre. Dans ce contexte, est-ce que ça pose problème que Israël et les États-Unis ne semblent pas totalement alignés sur l'objectif ? La question majeure pour le président Trump, c'est toujours le jour d'après. Le président Trump prend des décisions par impulsion, par intuition, parfois par impréparation, en se disant que
en avançant, on trouvera les solutions de sortie. Et il a tellement multiplié les déclarations qu'à la limite, il peut sortir presque à n'importe quel moment en disant « j'ai gagné ». Le problème, c'est que maintenant, pour sortir de la guerre, il ne peut pas être tout seul. Ce n'est pas parce que les États-Unis sortent demain matin de la guerre que la guerre va s'arrêter et que les Iraniens vont arrêter de frapper. Il va faire l'objet de pression, parce que c'est la volonté des Iraniens d'aboutir à ce que le chaos fasse pression sur l'opinion publique américaine, fasse en sorte que les pays arabes de la région fassent pression sur le président Trump pour sortir de l'impasse. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes dans l'impasse. Aux États-Unis, justement, Joe Kent, le directeur du Centre national du contre-terrorisme, pourtant nommé par Trump, a démissionné en écrivant « En conscience, je ne peux pas soutenir la guerre en Iran » et en affirmant que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Quand un responsable aussi central contredit publiquement l'exécutif, est-ce que ça doit alerter sur la solidité du renseignement ou plutôt sur la décision politique elle-même? Non, c'était l'argument qui était utilisé par Trump pour intervenir le 28 février dernier en Iran, en disant que les intérêts des États-Unis étaient menacés. Chacun a bien considéré que ce n'était pas l'argument central. Mais il y a eu d'autres arguments qui ont été utilisés. Souvent, Trump varie dans ses déclarations, vous le savez. Vous parliez à l'instant d'impasse. Est-ce que vous voyez, vous qui avez une longue expérience des conflits, des crises, est-ce que vous voyez des signes d'enlisement, un scénario à l'irakienne qui se dessine ? Je pense qu'il s'est passé un événement supplémentaire dans l'escalade, c'est le blocage du détroit d'Ormuz. On va y venir. Et là, ça rend encore plus difficile le but de guerre. Parce que si le but de guerre, c'est empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, encore faut-il savoir à quel moment on considère qu'on a gagné ou pas. Je pense pour les États-Unis. Si le but de guerre, c'est d'éliminer les capacités balistiques et les lanceurs balistiques de l'Iran, disons-le, est-ce qu'on a gagné ou pas? À quel moment on peut considérer que c'est réglé? Mais aujourd'hui, dans les buts de guerre, c'est comment on traite la question d'Ormuz. Et je trouve absolument incroyable que cette question n'ait pas été anticipée. Parce que chacun savait bien qu'à un moment donné, la montée en escalade de la part des Iraniens, l'internationalisation du conflit de la part des Iraniens, allait aboutir au blocage du détroit d'Ormuz. Vous voulez dire que Trump et Netanyahou n'ont pas anticipé ça? J'imagine qu'on les a prévenus, mais ça fait quand même 3 semaines. Et donc, cette opération était inévitable parce que c'est le levier majeur qu'ont les Iraniens pour assurer leur propre survie. Et cela menace l'économie mondiale. Et Donald Trump appelle ses alliés pour l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Ses alliés qui refusent. Est-ce qu'il l'a bien cherché? Il a décidé cette guerre tout seul. Il ne faut pas maintenant qu'il revienne vers les autres en disant « Venez m'aider, j'ai décidé cette guerre tout seul, mais maintenant je ne peux plus la mener tout seul ». Non, il assume, il faut assumer. Alors après, comment on sort, comment il sort, c'est à lui de décider la manière dont il va appréhender la situation. En tout cas, le bouclage d'Ormuz provoque une crise économique internationale future majeure. En tout cas, le président de la République lui a répondu ceci hier lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Pourquoi refuser? C'est trop risqué aussi peut-être pour la France? Mais c'est pas notre guerre. Du tout. Ceux qui engagent leur guerre prennent leurs responsabilités. Le sujet qui est évoqué par le président Macron, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse aider par des escortes le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz à reprendre, mais au moment où les conditions sont réunies, et pas avant. On subit l'augmentation des prix du pétrole, on subit aussi les répercussions de cette guerre. On subit les décisions inappropriées de certains. Donald Trump répond à Emmanuel Macron et aux alliés, c'est stupide de refuser de m'aider, alors que vous êtes tous d'accord avec moi sur la menace que représente l'Iran. Sur ce point, il n'a pas tort, non? On considère nous aussi l'Iran comme une menace. On n'est peut-être pas tous d'accord sur la manière de la gérer. Et en même temps, si on voulait parler de la manière de gérer cette crise, il fallait en parler avant. Et donc là, en l'occurrence, le président Trump a pris ses responsabilités. Il a dit d'ailleurs récemment, je crois que c'est hier, que maintenant il n'avait plus besoin de ses alliés pour gérer la crise d'Ormuz. Donc on va voir. Mais ça dit quoi quand même, cet appel à l'aide de Donald Trump ces derniers jours à ses alliés? Est-ce que c'est inquiétant? Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens tout seul d'assumer les conséquences de sa propre Ça veut dire guerre? qu'à mon avis, les responsables américains n'avaient pas anticipé sur les conséquences qu'aurait la fermeture du détroit d'Ormuz et que ça a été sous-estimé. D'ailleurs, quand on voit comment les décisions américaines se prennent, on voit bien que ça se prend dans un tout petit cercle. Et quand je disais tout à l'heure,
impulsion, intuition, impréparation, c'est un triptyque général de l'action de Trump. Il a une question avec le jour d'après, toujours. Et que ce soit dans ce conflit, que ce soit dans les conflits antérieurs. Et c'est pour ça que, selon vous, le conflit va durer et rester fort et l'essence va continuer d'augmenter ? Mais il peut se retirer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que le fait d'avoir un discours aussi ambivalent sur ses buts de guerre peut lui permettre de dire à un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant débrouillez-vous. Mais aujourd'hui, avec le détroit d'Ormuz fermé, c'est plus compliqué. Et le fait que l'Iran ait pris ces mesures-là monte dans l'escalade et l'oblige à l'escalade. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est un peu piégé. Est-ce que les autres pays du Golfe peuvent jouer sur l'issue de ce conflit, peuvent entrer dans le... Je ne le crois pas, ils sont dans une situation défensive. Je pense qu'à un moment donné, ils n'étaient pas mécontents de voir l'Iran sous le feu des bombes, mais que maintenant, ils se rendent compte des difficultés que cela entraîne pour leur propre activité économique. On voit bien ce qui se passe, en particulier dans les Émirats arabes unis. Vous savez, il y a eu plus de frappes de l'Iran sur les Émirats arabes unis que de l'Iran sur Israël. Pourquoi ? Parce qu'il faut développer le chaos, embraser la région et faire en sorte que les pays arabes en particulier fassent pression sur les États-Unis, à la fois sur le président, mais aussi sur l'opinion publique, pour arrêter le conflit. Jean-Yves Le Drian, dans un instant, on va vous demander ce que peuvent faire les Européens et la France notamment. On va aussi parler du Liban. Mais tout de suite, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. C'est une surprise et le mot est faible. Le Sénégal n'est plus champion de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football retire le titre à l'équipe sénégalaise pour l'attribuer à celle du Maroc. En cause, les incidents en finale. Les joueurs sénégalais avaient notamment refusé de revenir sur le terrain après un pénalty sifflé par l'arbitre. Le Sénégal va faire appel. Le maintien de Martine Vassal n'a strictement aucun sens. Elle met Marseille en danger, estime ce matin Franck Alizio, le candidat du Rassemblement national, arrivé 2e lors du premier tour des élections municipales, juste derrière le maire sortant, le socialiste Benoît Payan. Le candidat de la France Insoumise s'est retiré de la course. L'Iran confirme la mort d'un pilier du régime. Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale a été tué dans un bombardement de l'aviation israélienne. Mais l'Iran continue de répliquer. L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté 2 drones ce matin visant le quartier diplomatique de Riyad. Et puis plus de logements sociaux en France, 527 000 de plus entre 2014 et 2024. Mais en fin d'année dernière, près de 3 millions de ménages étaient toujours dans l'attente d'un logement social, ce qui était un record. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, envoyé personnel du président pour le Liban. On parle maintenant de la réponse des Européens. Avec notre continent européen profondément divisé entre l'attitude de l'Espagne, qui dit non à la guerre, qui refuse l'accès à ses bases militaires, qui tranche avec celle de l'Allemagne, qui tranche avec la nôtre, celle de la France. Monsieur Le Drian, que peuvent faire, que doivent faire les Européens aujourd'hui ? Je n'ai pas trouvé les Européens si divisés que vous le dites, à part l'usage des bases. Et encore, la position de la France est assez proche de celle de l'Espagne à cet égard. Donc chaque pays a la légitimité de décider de l'usage de ses bases comme il l'entend. On n'a pas la même opposition frontale à la guerre en France. On n'a pas la même opposition frontale, presque épidermique, face à cette guerre, contrairement à l'Espagne. Par exemple. Oui, peut-être. Il y a une histoire particulière de l'Espagne, mais en tout cas, en ce qui concerne l'action européenne, elle est, je crois, assez solidaire. Elle est solidaire parce que les opérations, par exemple, en mer Rouge, sont menées en commun pour assurer le trafic commercial. Elle est solidaire par la nécessité affichée par les Européens, et y compris la Grande-Bretagne, de recourir le plus vite possible à une désescalade et à une négociation. Elle est solidaire aussi parce que l'initiative prise par le président français d'envisager assez rapidement un système d'escorte pour des bateaux traversant le golfe d'Ormuz une fois une atmosphère plus sereine établie, est aussi partagée par les Européens. Donc je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que les Européens sont inquiets de la dérive de la situation et pensent qu'à un moment donné, il faudra trouver les moyens de sortir de ce conflit. Et pour l'instant, c'est un peu l'impasse parce que personne ne bouge et que en l'occurrence, pour sortir du conflit, il faudra être 3. Il ne suffit pas de la position américaine, il faudra la position iranienne et la position israélienne. Donc il n'est pas dit que si les États-Unis se retirent, les Iraniens arrêtent de frapper.
Donc il y a là une discussion qu'il faudrait avoir. À un moment donné, il faudra se parler. Et les Européens sont à la manœuvre sur ce sujet-là, en particulier le président de la République. La dernière fois que vous êtes venu sur France Info, vous avez déploré le silence face aux souffrances du peuple iranien. Est-ce que vous considérez toujours aujourd'hui qu'on n'y est pas suffisamment sensibilisé sur ces souffrances du peuple iranien, et pourquoi ? Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures ? Oui, je continue à penser cela. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a beaucoup plus d'engouement et de solidarité à l'égard du peuple palestinien au moment de la crise de Gaza et encore aujourd'hui, et de l'ignorance ou peut-être du silence par rapport au combat que mènent les Iraniennes et les Iraniens pour leur liberté. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'internet, tout est bloqué. Sur Gaza, il n'y a pas d'accès aux journalistes, mais il y a quand même eu beaucoup d'images avec les ONG qui interviennent et qui communiquent sur tout cela. Ce n'est pas le cas en Iran, qui vit sous le régime de la peur et du silence. Donc la communication est beaucoup plus difficile. Et puis, un certain nombre d'acteurs font parfois le tri dans leur militantisme. Vous voulez dire que le conflit à Gaza a été aussi récupéré, instrumentalisé, notamment par la France Insoumise, alors que le conflit en Iran... Ça peut arriver, et je crois que c'est arrivé régulièrement, que certains militants fassent le tri dans leurs convictions et dans leurs protestations. En tout cas, il importe que le combat des Iraniennes et des Iraniens pour leur liberté soit soutenu, répété et redit partout où c'est possible, et si possible en affichant des images de massacres commis par la théocratie dirigeant ce pays. Vous êtes aussi envoyé personnel du président pour le Liban. Les frappes israéliennes sur ce pays ont tué 912 personnes, dont 111 enfants, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars. C'est une annoncière du ministère de la Santé. Vous considérez que la riposte israélienne a été disproportionnée. Est-ce que vous vous sentez écouté quand vous disiez ça, notamment par les autorités israéliennes ? Je pense que la responsabilité du Hezbollah dans la reprise du combat au Liban est entière, et que le Hezbollah a choisi l'Iran contre le Liban, alors qu'il passe son temps à dire aux Libanais, à ceux du Sud-Liban en particulier, qu'il est là pour les protéger. Non. Il est là pour être le supplétif de l'Iran, et il l'a montré de telle sorte que même des attaques ont été menées en commun entre les Iraniens et le Hezbollah contre Israël. Donc responsabilité première, c'est le Hezbollah. Et ensuite, la riposte israélienne, à mon avis, est disproportionnée, parce qu'elle a un effet contre-productif. Elle solidarise les acteurs contre Israël, alors que le sujet principal, c'était sur le Hezbollah. Et donc je pense que là, il importe d'abord de souligner la détresse des Libanais, des 800 000 ou 900 000 déplacés. Beyrouth est saturé, c'est pas acceptable, c'est intolérable de dire comme cela aux gens, demain matin vous sortez, ou ce soir vous sortez, vous n'habitez plus chez vous. C'est pas possible, c'est contraire aussi là au droit international. Mais au-delà de cela, on ne se sortira de cette situation que par une négociation. Ça a déjà eu lieu. Il y a eu une guerre en 2024 qui a abouti à un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu a abouti à un mécanisme de surveillance. Et le mécanisme de surveillance a abouti au fait que le gouvernement libanais, qui est un bon gouvernement, qui est un gouvernement intègre et courageux, ce gouvernement a pris des initiatives pour empêcher le Hezbollah de poursuivre ses opérations et pour faire en sorte qu'il soit démilitarisé. Mais suffisamment, il faut le laisser... ou pas ? Pardon ? Suffisamment ou pas ? Parce que pourquoi il y a une nouvelle guerre aujourd'hui ? Ça prend un petit peu de temps, mais figurez-vous... C'est pour ça qu'Israël mène cette guerre ? Figurez-vous qu'Israël a occupé le Liban pendant très longtemps et n'a pas réussi, Israël, à éradiquer la capacité militaire du Hezbollah. Et donc ils ne peuvent pas demander aujourd'hui au gouvernement libanais de faire ce travail-là en 3 jours sous les bombes. Donc il importe qu'au Liban puisse s'engager une négociation. C'est ce que le président de la République souhaite, c'est aussi ce que souhaite les Libanais. Mais il est entendu, Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il essaye d'instaurer un dialogue. Mais oui, mais c'est le seul qui peut parler à tout le monde. Oui, vraiment. Bah oui. Parce qu'il avait déjà essayé de régler les problèmes du Liban, avec le succès que l'on a vu. Mais en 2024, il a réussi. En 2024, il y a eu un mécanisme qui s'est mis en place avec une coprésidence franco-américaine. Et là, ça a marché jusqu'à ce qu'il y ait ces déclenchements du 28 février avec la guerre en Iran. Donc il faut retrouver cette logique-là. Les Libanais y sont prêts. J'ai le sentiment que les Américains n'y voient pas d'inconvénient.
Il faut donc que la partie israélienne puisse regarder, mais j'ai observé que le président israélien considérait que c'était une bonne initiative. Donc il y a peut-être là mais le Premier ministre israélien, les espoirs d'une solution. Ça serait l'intérêt d'Israël. Monsieur Le Drian. Et ça serait l'intérêt du Liban, évidemment. Vous dites que pour désarmer le Hezbollah, il faut renforcer l'armée libanaise pour reprendre le monopole des armes. Oui. Jusqu'où voulez-vous que la France aille ? C'est quoi ? Une formation, une livraison d'équipement ? Est-ce que ça pourrait pour vous aller jusqu'à une présence opérationnelle ? Non, l'autorité, la responsabilité, la souveraineté des forces armées libanaises doit être intégralement respectée sous l'autorité du président Aoun. Sur le soutien aux FAL, nous devions organiser une conférence à Paris au mois de mars, il y a quelques jours, pour permettre d'augmenter les capacités, d'avoir les financements nécessaires. Elle n'a pas pu avoir lieu pour les raisons de la guerre, mais la France a déjà engagé des capacités supplémentaires pour aider les forces armées libanaises à se structurer. Ça ne marchera pas autrement. Et donc, il y a un processus de négociation et discussion qui est possible. Encore faut-il que l'ensemble des parties le veuillent. Jean-Yves Le Drian, on va recentrer un tout petit peu le débat dans cet entre-deux tours des municipales. Vous ne participez plus officiellement à la politique partisane, mais qu'est-ce que vous inspire cet entre-deux tours et notamment la multitude d'alliances PS-LFI, vous, l'ancien socialiste ? Je suis consterné. Je suis consterné de voir que mon ancien parti, le Parti socialiste, après avoir condamné les outrances et les dérives des insoumis, après avoir même dit qu'il n'y aurait pas d'accord national, je suis consterné de voir que presque partout, à part Marseille et Rennes, les socialistes sont en train de s'allier avec la France insoumise, alors qu'ils étaient en opposition totale sur les valeurs, sur les enjeux de violence, sur les discriminations, sur le communautarisme. Le PS a perdu son âme, Jean-Yves Le Drian. Je pense que c'est un naufrage politique et moral. Qui en porte la responsabilité ? La direction actuelle du Parti socialiste, ça me fait penser, figurez-vous, je remonte un peu dans le temps, à la SFIO de l'époque de Guy Mollet. Je trouve qu'Olivier Faure a des accents de Guy Mollet du XXIe siècle. Et on entend que c'est pas un compliment. C'est à la fois l'alliance du sectarisme et de l'opportunisme. Qu'est-ce qui pourrait sauver le PS ? Un départ d'Olivier Faure ? Ou il n'y a plus rien à faire selon vous ? Je pense qu'il y a beaucoup de militants qui voudraient reconstruire autre chose et que le rendez-vous majeur va être au moment de l'élection présidentielle. En tant que pur produit du Morbihan, on ne peut pas ne pas vous poser une question sur la Bretagne. Vous connaissez bien le maire socialiste de Brest depuis un quart de siècle, François Cuillant, distancé par la droite au premier tour, qui vient lui aussi de faire alliance avec LFI pour tenter de conserver sa mairie. Au-delà de la vive pique que vous venez d'adresser à Olivier Faure, qu'est-ce que vous dites aussi aux nombreux maires qui, pour se maintenir, s'allie avec LFI, dont Brest. J'ai dit ce que je pensais sur le fond, je ne vais pas individualiser, ça vaut pour tout le monde. Jean-Yves Le Drian, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui sonde. Vous avez été pendant 10 ans aux premières loges des crises et des désordres de la planète, de la défense aux affaires étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le monde, vous vous dites qu'il est pire, plus dangereux, plus instable qu'avant ou pas ? Beaucoup plus dangereux. La situation internationale s'est aggravée. Il y a eu 3 moments majeurs depuis que j'ai quitté mes fonctions, d'une certaine manière, même si le premier moment, j'étais encore en responsabilité. Il y a eu l'agression de la Russie sur l'Ukraine, il y a eu le pogrom du 7 octobre, et il y a eu l'intervention en Iran du 28 février. Tout cela est significatif de l'impossibilité de faire en sorte que le droit international puisse être le référent des situations conflictuelles. Tout ça montre aussi un schisme occidental entre des États-Unis qui ne jouent que leurs propres cartes et l'Europe qui essaye difficilement de trouver sa place dans tout cela. Donc l'aggravation de la situation est manifeste, mais je reste quand même optimiste parce qu'à un moment donné, les Européens, mais pas uniquement qu'eux, aussi d'autres pays qui refusent cette aggravation de la violence vont agir ensemble pour qu'un nouvel ordre international puisse se mettre en place, pour retrouver ce qu'on appelait à ce moment-là le multilatéralisme, c'est-à-dire le respect de l'un et de l'autre pour essayer d'avancer ensemble. Je pense à l'Inde, je pense à l'Indonésie, je pense à des pays d'Amérique du Sud. Bref, tout le monde n'est pas lié au populisme de Donald Trump. On termine sur une lueur d'espoir. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul. À demain. Vous restez avec nous, tout de suite les informés avec Renaud Dely.